Je reçois Alain Bouloudjoa, président d'un grand parti politique, les BAT, les Vents Noués Bâtissants, également leader au sein de la génération Rupture. Nous allons revenir sur toute l'actualité sociopolitique, économique. J'ai d'ailleurs cet insigne honneur de les recevoir parce que il y a une question très brûlante concernant l'appréciation du franc congolais. Il y a une réunion qui venait de se tenir là, urgemment, entre les présidents de la République et les ministres du gouvernement. J'ai vu les ministres des Finances, les ministres du Budget bref, les gens qui s'occupent de la situation financière de notre pays pour essayer, et même les ministres de l'économie, pour essayer d'établir sur la baisse des prix, la conformité entre l'appréciation du franc congolais et la baisse des prix dans les marchés. Donc nous allons parler également de tout ça. Pourquoi pas évoquer également les questions politiques. Vous le savez très bien, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des tractations. Avant de monter dans ce studio, je venais de voir la correspondance d'André Mbata, secrétaire permanent de l'Union Sacrée, qui invite les députés membres de l'Union Sacrée qui seraient tentés de postuler comme candidat président de l'Assemblée nationale, de déposer leur dossier au niveau du secrétariat permanent. Je me pose la question, bon, là c'est l'organisation de leur famille politique, de déposer d'abord au niveau du secrétariat permanent et puis le secrétariat pourrait essayer de traiter, de trier pour voir quels sont les candidats qui pourraient mieux représenter l'Union Sacrée comme candidat président au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons revenir également sur les deux accords. Jusqu'à présent, c'est d'actualité. On ne sait pas l'évolution sur terrain comment. Entre-temps, les deux camps, bien qu'on a signé récemment l'accord concernant les cessez-le-feu, mais les deux camps continuent de se plaindre. L'un et l'autre seraient en train de violer cet accord. On va tenter d'analyser et d'éclairer la lanterne de nous tous pour essayer de comprendre comment est-ce que le pays marche. Alain Bouloudjoa. C'est pour moi un grand plaisir de vous revoir encore. Un plaisir partagé. Ça fait plusieurs mois. On entre directement dans l'actualité. On prend l'Assemblée nationale. On commence par là. On nous présente déjà plusieurs candidats. C'est vrai que jusqu'à présent, il n'y a pas encore les dépôts des candidatures. Mais comment est-ce que vous analysez déjà, selon certaines personnes, le choix des Bougie? Aimé Bougie, politiquement, il représente une force. Politiquement, il a un rôle à jouer à l'instant, au moment où la situation, les contextes dans lesquels se trouvent les pays. Ou bien Aimé Bougie est venu accomplir une mission donnée. Bon, je pense que c'est une question qui doit en réalité intéresser nos amis de l'Union Sacrée, bien que ça touche directement aux institutions de la République. Exactement. Parce que je ne vois même pas les raisons qui ont poussé ces fameux députés à faire partie de M. Kamere. La mégestion, ils ont insisté sur la mégestion, mais logiquement, après l'avoir fait partie du bureau, il devait être traduit en justice. Parce que s'il y a mégestion, donc il y a eu violation intentionnelle de la loi, et donc naturellement, il devait répondre de ses actes. Et fort malheureusement, cela n'a pas été le cas. Parce que le souci principal était de le faire partir justement pour garantir un certain nombre d'intérêts de la personne qui gouverne à la destinée de ce que vous appelez... Les soucis, c'était de les faire partir pour garantir certains intérêts. Effectivement, parce que... du chef de l'État. C'est lui que vous appelez chef de l'État. D'après ce que se disait, M. Kamere ferait ombrage à M. Félix Sekei. C'est-à-dire que M. Kamere développait le réflexe d'être candidat président et donc dans leur famille... C'est normal, non? Qu'est-ce qui est normal? Le fait d'avoir l'ambition d'être candidat président. Exactement. Ou le fait d'avoir l'ambition d'être candidat président alors que Félix Sekei n'en voulait pas. Ce que moi je constate, c'est que
ce que vous appelez députés ont agi en automate. C'est-à-dire qu'ils ont été téléguidés par M. Félix Séké pour faire partie M. Caméré. Au regard de cette intention-là, on pouvait lire la volonté de Félix Séké d'y aller remplacer par quelqu'un qui est malléable. Fort malheureusement, il y a certains critères qui s'imposent. Comme vous le savez, la géopolitique voudrait assez que soit il soit remplacé par un Équatorien, ou soit par quelqu'un de l'Est, la partie Est de la République démocratique du Congo. Parce que vous voyez, au nord et au sud-est, il y a le président du Sénat. Au sud-ouest, il y a la dame qui fait office de la première ministre. Et puis, il y a au centre un président de la République. Non. Donc, naturellement, le poste là devait se discuter entre les deux. Mais aussi, il y a les engagements pris avec M. Caméré. Parce que quand M. Caméré faisait pression par rapport à son départ, Félix Séké a dit qu'il était pour rien. Cela étant, M. Caméré était en droit, même s'il partait, de présenter son candidat. Sauf peut-être si M. Félix Séké avait plutôt l'intention de ravir à l'Union pour la nation congolaise son butin, parce que n'oubliez pas qu'ils sont en alliance. Le pouvoir actuel résulte de leur alliance, et donc naturellement ils avaient droit au chapitre. Alors comme il ne veut pas de donner l'impression qu'il est dans l'idée de détruire INC, et donc naturellement s'il doit choisir quelqu'un ou s'il doit soutenir quelqu'un, il doit soutenir quelqu'un de l'INC pour que l'INC remplace l'INC. Devant cette réalité, vous trouvez, la personne doit être soit de l'Est et la personne doit être de l'INC. À l'INC, il y a de ceux qui ont fait allégeance à M. Caméré. Mais M. Félix Séké veut avoir quelqu'un qui a déjà une tendance dissidente par rapport à Caméré, mais qui soit de l'INC et qui soit du Sud Kivu. Naturellement, il a trouvé quelqu'un qui répond à ces critères. Mais comment les chefs pourraient faire un choix d'un dissident, de quelqu'un qui présage déjà? Mais lui-même est les antipodes de la philosophie constitutionnelle. M. Félix Séké aime les anarchistes. Il aime des gens qui ne respectent pas la loi. Il a vécu, il a grandi, il a vécu, il a évolué dans cet environnement. Des gens qui ne respectent pas la Constitution, qui ne respectent pas les lois, qui ne respectent pas les accords. Et donc, naturellement, il a pris M. Boji. M. Boji est effectivement un dissident. Parce qu'il n'a pas été ministre au budget. Il n'est pas un dissident, il est toujours membre de l'UNC. Non, mais formellement, parce qu'il sait qu'il ne peut pas se déclarer ne plus être membre du parti. Il a été choisi comme ministre du budget. Je ne pense pas qu'il serait... cela a été fait avec la bénédiction de M. Caméré. Donc, M. Félix Séké veut avoir un membre de l'INC, un ressortissant du Kivu, mais qui soit malléable, justement pour... donc, le critère principal, c'est la malléabilité. Exact. Il faut être malléable, il faut être faible d'esprit pour ne pas faire ombrage à celui que vous appelez président de la République, bref, chef de l'État. Donc, naturellement, nous comprenons le pourquoi. Ce monsieur a plusieurs atouts. N'oubliez pas que depuis Kabila, il a assumé de hautes fonctions dans ces pays. Il a été ministre du Commerce extérieur, il a assumé d'autres fonctions par la suite. Il a fait pratiquement 5 ans comme ministre au budget. Aujourd'hui, il est au niveau de l'industrie. On suppose qu'il a amassé beaucoup de moyens, donc il peut à lui seul battre campagne pour être le candidat. Surtout que les électeurs ne vont pas voter la compétence, les aptitudes. Les électeurs ont déjà tendance à voter par rapport au mot d'ordre et surtout par rapport à l'argent. C'est-à-dire que c'est lui qui a le pouvoir financier, pas que les députés pourrait éventuellement convaincre facilement. Alors, ce qui leur manque, c'est la donne politique. Ils veulent assez que Félix Séké se prononce pour
justement justifier leur attitude ou leur position. Et donc, ils sont dans cette logique-là. Ce qui est aussi mal, c'est que ces messieurs ne feront pas preuve d'une probité morale parce que nous savons comment et pourquoi il veut être là. Mais au-delà de tout, il n'est pas un bon parleur. Voyez-vous? Il n'est pas un bon parleur. Il est certainement, il a des aptitudes, il est intelligent. Là, on peut pas le contester. Il occupait des fonctions qui n'exigeaient pas à ce qu'il soit un bon tribun, non? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, maintenant, là, il doit présider le plénière. Fort malheureusement, il n'a pas la langue facile. Et donc, là, c'est selon vous. Non, mais je le connais assez. Oh, vous? Je le connais. Mais toutes les informations que vous fournissez ici, c'est justement parce que je le connais assez. Donc, il a certains prérequis, mais il n'a pas la langue facile et donc, naturellement, il ne va pas empêcher au premier vice-président de l'Assemblée, qui du reste n'est pas aussi un Congolais de bonne qualité, mais du moins, il a la facilité de dire certaines choses en public. Et donc, l'UDPS va se retrouver parce que celui qui sera présent de l'Assemblée ne va pas étouffer son représentant qui est le premier vice-président. Donc, ils sont dans ces calculs-là. Mais au-delà de ça, en tout cas, je ne vois pas pourquoi on peut soutenir une telle candidature. Mais les députés, une frange des députés est un peu, je ne sais pas, lésée, si je pourrais dire comme ça. J'ai suivi Willy Michiki. Ah, il est seul. C'est pas une frange. Non, il a tout un groupe. Ça, c'est ce qu'il dit toujours. Ouais. mais du moins, selon lui, il représente un groupe de députés qui serait lésé. Comment expliquer que plus de 500 députés, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui pourrait présider l'Assemblée nationale? On doit prendre un membre du gouvernement. Non, mais il y a un problème de raisonnement là. Les critères pour être président de l'Assemblée, il faudrait nécessairement être député. On n'a pas pris quelqu'un du gouvernement. Peut-être qu'on a rappelé un ancien député ou un député qui était devenu ministre au gouvernement. Et il y a une loi qui lui confère, qui lui donne le droit de le faire. C'est-à-dire, on peut être membre du gouvernement, déposer la fonction ou le poste pour être rétabli en tant que député. Ce sont eux qui ont voulu que cette loi et cette disposition de la Constitution soient révisées en tant que telles. Donc aujourd'hui, M. Boji n'est pas membre du gouvernement. Il est député national. Exactement. Il n'est pas candidat. Il est candidat à la candidature. Si lui pense que les 500 autres députés ou les 499 autres députés sont en droit de postuler, la candidature de Boji n'interdit pas à d'autres de postuler. Donc, il peut, lui, se décider à voter que ceux qui ont été députés. Même dans les 500 là, il y a les anciens ministres, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui viennent à peine de sortir quand il y a eu tout ça. Et donc, ce n'est pas une raison valable. Ils peuvent s'organiser. Si réellement il est accompagné par d'autres députés, ils peuvent s'organiser justement pour voter que c'est lui qui va faire pleinement le mandat. Parce que dans leur Assemblée nationale, il y a de ceux qui étaient membres du gouvernement passé qui sont là, d'autres qui viennent à peine de sortir des sous-minois 1 qui sont là. Et si lui considère que ne peut être son candidat, que c'est lui qui est resté député du début à la fin, c'est à lui de le faire, mais il doit reconnaître que les autres aussi sont en droit de se laisser corrompre ou de vendre leurs âmes pour avoir... voilà. Là, on reste. Je prends ces communiqués d'André Mbata. C'est vrai que ça concerne l'Union sacrée, mais tellement que ça touche aux institutions, j'aimerais à ce qu'on puisse essayer d'analyser cela avec un boulot de joie. André Mbata écrit ceci: en prévision de l'élection très prochaine d'un nouveau président de l'Assemblée nationale, Prof Mbata Mangou, secrétaire permanent de l'Union sacrée du pouvoir nation, invite les honorables députés membres de l'Union sacrée qui sont candidats à ces postes à déposer au secrétariat permanent au plus tard les vendredis 24 octobre 2025 à 11h juste, donc demain,
les dossiers complets de leur candidature, comprenant notamment une lettre de motivation, un CV détaillé et 2 photos passeport. Les dossiers reçus seront transmis à la haute autorité politique de l'Union sacrée pour décision. Les noms du candidat retenu et son dossier seront par la suite envoyés au bureau de l'Assemblée nationale. Comment vous expliquez ce communiqué d'un boulot jour? Bon, il y a un problème, il y a une sorte d'antinomie ou d'ambivalence dans sa démarche. D'un côté, c'est des bonnes politiques. Vous êtes membre d'une famille politique, vous avez plusieurs ambitions. Et naturellement, vous devez créer un cadre pour essayer d'harmoniser. Parce qu'il y a 2 niveaux là. Il y a le niveau privé, c'est-à-dire en tant qu'union sacrée, ils ont le droit de s'organiser. Et de l'autre côté, il y a le niveau institutionnel. Déjà, le mandat des députés étant impératif, il n'est pas en droit, lui, d'imposer aux députés formellement les choses sans nécessairement violer la Constitution. Parce que lui prétend être constitutionnaliste, il est supposé connaître ces choses. Non, il ne prétend pas, il est constitutionnaliste. Ça, c'est vous qui le dites. Alors, un professeur. Il peut être professeur, mais je ne sais pas qu'il est constitutionnaliste. Si c'est vous qui le dites. C'est un constitutionnaliste. Si c'est vous qui le dites. Il n'y a pas de débat. Non, mais il peut y avoir débat parce que je n'ai pas de précision. Ça, c'est vous qui le dites. Ce qui est vrai, la première partie de sa lettre trouve tout son sens. Nous sommes une famille politique, nous devons nous organiser, on ne doit pas aller en ordre dispersé. Tous ceux qui ont l'ambition, venez déverser vos candidatures au niveau de la famille politique. On va se choisir par rapport à la vision que l'on s'est fait le meilleur des candidats, si seulement il y a d'autres candidats qui viendraient des autres tendances pour justement arriver à fédérer les énergies. Il devait se limiter là. Ce n'est pas à lui d'aller déposer la candidature d'un député national au niveau de l'Assemblée nationale. Non, c'est la personne du candidat qui doit aller déposer. Il ne peut pas être candidat de la famille politique. La moindre de choses, laissez vivre la démocratie. Le candidat qui est soutenu le saura certainement parce que la famille politique va s'exprimer quant à ce. Vous prenez la candidature, il prend la candidature, il va déposer, mais cette candidature est portée politiquement par la famille politique. On n'a pas, la loi, la constitution, même le règlement n'a pas dit qu'une famille politique doit déposer sa candidature. Ce n'est pas le cas. C'est la personne du député intéressé qui doit déposer sa candidature. Mais politiquement portée par la famille politique. Ça, ce sont des ABC qui devaient en réalité connaître ou savoir. Et quand vous dites qu'il est constitutionnaliste, je peux douter. Quand il dit il devrait faire référence à la haute autorité de l'Union sacrée. Et bon, la haute autorité de l'Union sacrée, nous tous on le sait, c'est le chef de l'État. Ah bon? Oui, c'est clair, non? Ça, c'est d'après la Constitution ou d'après... D'après la charte de l'Union sacrée. Ah bon? C'est Félix. Donc Félix Séké dit... La haute autorité des références. Félix Séké s'affiche comme la haute autorité des références, oui. Ça veut dire quoi, haute autorité des références? Je ne sais pas. Non, mais attendez. Si vous envoyez le nom du candidat retenu au niveau de votre bureau politique, ouais, vous envoyez à M. Félix Séké qui est supposé être le président de la République, entre guillemets, chef de l'État. Mais c'est mentionné ici, c'est-à-dire, il ne peut pas, lui, s'ingérer sur des questions de l'institution Parlement. Lui va décider de qui doit être qui doit être président de l'Assemblée nationale. Donc, qui doit être candidat de l'Union sacrée. Mais ils sont majoritaires. Ouais. Ce n'est pas nécessaire de nous le dire. Même si Félix Séké pourrait éventuellement profiter de son influence politique pour le faire. Mais on ne doit pas formaliser cela. Parce que le Parlement a été créé justement pour limiter le pouvoir du président de la République. Ah, d'accord. Le Parlement a été créé pour limiter le pouvoir du président. Nous avons créé le Parlement pour limiter le pouvoir du président de la République. Mais si vous nous dites formellement que c'est lui qui décide de qui doit être président de l'Assemblée nationale, donc nous comprenons que nous sommes en dehors de la Constitution. Félix Séké devait en réalité se comporter comme un sorcier. C'est-à-dire, pendant la journée, c'est un saint,
Mais la nuit, c'est lui qui vous jette le sort. Il peut influencer la décision de l'Assemblée, mais pas de manière formelle. Ça devient insensé. Ça devient insensé. Mais la même phrase a été utilisée également par les premiers vice-présidents de l'Assemblée qui disaient que non, pour l'élection du bureau, on attend à ce que la haute autorité des références des l'Union sacrée puisse nous donner les noms du candidat. Non, voilà pourquoi j'ai dit également lui c'est ce que vous appelez professeur de droit, ce que vous appelez professeur, ce que vous appelez constitutionnaliste et ainsi de suite. En tout cas, je ne sais pas comment ils pourront faire pour me convaincre, parce que déjà dans leur raisonnement, je ne sens rien de droit, rien de la Constitution, et donc naturellement je comprends qu'on a en face de nous des hommes ordinaires, des hommes qui ont aussi autant d'insuffisance que les militants. Voilà. Madame le président de la République ne peut pas décider sur les actions qui sont menées au niveau du Parlement. Il y a également un enjeu qui reste, en tout cas jusqu'alors pendant, c'est la prétendue révision, soit les prétendus changements de la Constitution. Selon certaines informations, on devrait écarter Vital pour mettre en place celui qui ça c'est connu de tout le monde. D'accord pour... c'est connu de tout le monde. Oui, c'est connu, on le savait. Les débats n'a pas commencé aujourd'hui. N'oubliez pas que nous avons eu à en débattre. Et puis, ils ont avancé ce qu'ils pouvaient avancer. Pendant qu'ils organisaient leur élection de président de l'Assemblée nationale, on savait que l'UDPS n'avait pas soutenu Kamere, l'UDPS avait soutenu Mbosso. Ouais, et il disait clairement que Kamere allait faire ombrage ou allait empêcher les changements de la Constitution. Ils avaient besoin d'un kamikaze, c'est lui qui n'avait rien à perdre pour qu'il soit président de l'Assemblée. Il n'y a rien de nouveau, on le sait. Mais ce qui est vrai, c'est que... C'est toujours à l'ordre du jour. Mais Kamere, parmi les raisons principales qui ont fait partie de M. Kamere, il y a notamment ça. Alors, nous pensons que ces débats stériles-là peuvent nous aider à mettre fin à cette folie. Ils doivent... en tout cas, on les encourage à aller dans ce sens-là. Et peut-être que je vais me décider aussi à faire alliance avec ceux qui ne sont pas désirés. Oh, vous dites que ces débats stériles doivent faire quoi? Ah, le bourgeois. Alors, on avance, on évolue. Madame bourgeois, qu'est-ce qui, scientifiquement, étant qu'économiste, c'est vrai que là, on ferme la parenthèse concernant l'Assemblée nationale en attendant bien sûr les dépôts des candidatures, mais scientifiquement, qu'est-ce qui peut faire apprécier la monnaie locale scientifiquement, étant qu'un économiste? Bon, en fait, il y a plusieurs variables explicatives par rapport à l'appréciation ou à la dépréciation de la monnaie. Ouais. Mais tout tourne autour de la loi de l'offre et de la demande. Ouais, tout tourne autour de la loi de l'offre. En tout cas, tout tourne autour de la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, si une monnaie est fortement désirée, naturellement, ça prend de la valeur. Si c'est l'inverse, ça perd de la valeur. Aujourd'hui, ceux qui prétendent être vos dirigeants ont eu à prendre une série de décisions, et ces décisions-là ont créé la raréfaction de francs congolais, mais aussi ils ont pu augmenter la masse monétaire en devises. Naturellement, ça peut avoir un effet sur la monnaie nationale. Parce que les mesures prises, je prends d'abord l'open market, c'est-à-dire ils ont ouvert les marchés, ils ont permis aux importateurs d'avoir accès à des devises étrangères et principalement le dollar. Cela fait que ceux qui détenaient des encaisses en francs congolais ont trouvé la possibilité d'échanger pour avoir les dollars. Tout part de l'importation et de l'exportation. Tout part de l'importation. C'est-à-dire, nous vendons ce que nous produisons à l'étranger, ça nous
spécialiste dans toutes les ça, c'est tout ce qui va avec dans le